Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc nous voulons maintenant observer les distances. Alors, quand nous observons le ciel, nous voyons en fait un plan, une projection sphérique, avec l'ensemble des étoiles, des points lumineux. Mais ça ne donne pas la distance des objets. Quand vous observez une étoile, vous voyez juste un point et vous ne savez pas à quelle distance elle peut se trouver. Et sans ces distances, il est impossible de connaître la structure de l'organisation des étoiles en galaxies et la structure, l'ensemble des galaxies, comment elles se regroupent, comme les amas et les super-amas. Parce que, en effet, si vous voyez deux étoiles côte à côte dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'elles sont proches l'une de l'autre. L'une peut être très près et l'autre beaucoup plus loin. Un peu comme lorsque l'on observe des piquets qui sont alignés sur une route et qu'on les observe le long de la route. La distance entre les objets visuels ne donne pas la distance réelle entre les objets. À tel point que, pendant longtemps, les astronomes ont été très intrigués par le mouvement de certains objets célestes, comme les planètes. Parce que les planètes tournent autour du Soleil et pas autour de la Terre. À l'époque, ils avaient l'impression que tout tournait autour de la Terre, justement parce qu'ils voyaient que ce plan, cette sphère, cette projection dans le ciel. Et ils étaient très intrigués par des mouvements comme la planète Mars, qui se déplace de manière à peu près régulière, et puis qui, à certaines périodes, fait demi-tour. On dit qu'elle a un mouvement rétrograde. Elle fait une boucle, et puis repart dans le bon sens. Cela a beaucoup intrigué, et dans le modèle géocentrique de Ptolémée, cela fut résolu en introduisant des systèmes tels que les épicycles. Après, bien sûr, on a mieux compris l'organisation des planètes dans notre système solaire. On a compris qu'elles tournaient autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Et suivant la position relative de la Terre et le mouvement de la Terre, cela donnait cette impression de mouvement rétrograde. Pour mesurer la position dans le ciel, c'est assez facile. Il suffit de mesurer la direction de l'étoile et sa hauteur, c'est-à-dire la hauteur par rapport à l'horizon. Avec un peu de trigonométrie et autres, on peut calculer les longitudes, latitudes célestes, etc. Mais il nous manque la distance. Et la distance, par contre, c'est difficile à mesurer. On peut le constater simplement sur une photo. Vous avez une photo, elle est plane, les objets que vous voyez, vous ne savez pas à quelle distance ils sont. Et encore, là, on a quelque chose qui nous aide. Parce qu'habituellement, une photo, c'est des photos d'objets familiers, sur Terre, ou d'êtres humains. Et on connaît la taille des êtres humains. Si la personne est toute petite sur la photo, on sait qu'elle était loin quand on a pris la photo. Ici, même pas. Les objets ne sont pas familiers, et bien souvent, ils n'apparaissent que comme des points lumineux. Comment savoir à quelle distance se situe un point? On ne connaît même pas sa taille. Une méthode de mesure des distances, très précise, est la méthode de parallaxe. Alors la parallaxe, c'est la variation de la direction en fonction du point de mesure. Un exemple très simple, ce sont nos deux yeux. Quand vous observez un objet, suivant que vous observez avec un œil ou un autre, la direction est légèrement différente. Parce que vous les voyez dans des directions différentes. Et si vous avez un objet proche et un objet plus lointain, ça se voit, tout le monde l'a déjà constaté, je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, en fermant un œil ou un autre, la position des deux objets se décale. Cette méthode permet donc de mesurer les distances. On peut, par exemple, utiliser non pas nos yeux, mais la planète Terre elle-même. Alors comment? Eh bien, on a le Soleil, et la Terre qui tourne autour en faisant une orbite. On va noter ici la nuit, le côté qui est sous la nuit, le côté qui est sous le jour. Si on a une étoile ici, un objet spatial quelconque, on peut mesurer sa direction à 6 mois d'intervalle, quand la Terre se trouve de part et d'autre du Soleil. Ce qui donne 2 directions pour observer l'objet. Et l'angle
ici, alpha, que je note alpha, s'appelle angle de parallaxe. Ici, évidemment, c'est pas à l'échelle, parce que la distance ici fait 298 millions de kilomètres. C'est là le diamètre de l'orbite terrestre. Alors que les distances ici sont souvent beaucoup plus considérables. Elles sont proches pour un satellite ou pour la Lune, mais pour d'autres planètes ou des étoiles ou des galaxies, c'est des distances bien plus grandes. C'est utilisé depuis quelques siècles pour mesurer la distance des planètes. Cela a été très utile aux astronomes pour confirmer le modèle de Copernic, le Soleil est au centre, les planètes tournent autour, pour déduire les lois de Kepler, qui donnent les lois de la mécanique céleste, et vérifier ou utiliser les lois de Newton, de la gravité. Ici, on parle d'objets encore plus lointains que les planètes, et plus l'objet est lointain, plus l'angle ici est petit. Si vous avez un objet proche, vous avez un fort angle. Si vous avez un objet lointain, l'angle est très petit. Alors, on mesure les angles en degrés. Ça, vous connaissez, hein, les bons vieux rapporteurs de notre enfance. Un tour complet fait 360 degrés. Mais alors, on divise aussi les degrés en petites divisions, 60 minutes pour un degré. Et on divise encore ces divisions en plus petites divisions, 60 secondes pour une minute. Évidemment, c'est inspiré du système des heures. Hein. Et donc, on mesure les angles en degrés, minutes, secondes. Et donc, on comprend bien ainsi qu'une seconde, qu'on appelle une seconde d'arc, une minute d'arc, une seconde d'arc, c'est très très petit, c'est un tout petit angle. C'est un 60e de minute qui est un 60e de degré. Si vous avez la mesure de l'angle, alors, pour calculer la distance de l'objet, c'est très très simple. Si vous avez la distance ici, qu'on va appeler TS, la distance Terre-Soleil-Terre, alors TS divisé par alpha, du moment que alpha est petit, est égal à la distance. C'est très simple, il suffit de diviser. Alors alpha là, ne doit pas être mesuré en degrés, minutes, secondes, il doit être mesuré en radians. Le tour complet, 360 degrés, valant égale alors deux fois le nombre pi, 6,28 à peu près. Donc la distance ici divisée par l'angle en radian donne la distance de l'objet mesuré. Pour une seconde d'arc, la distance correspondante s'appelle le parsec. C'est une unité très utilisée en astronomie, puisqu'on utilise beaucoup la parallaxe. Et donc elle est pratique. Quelques calculs permettent de voir, avec la distance ici de 298 millions de kilomètres, quelques calculs permettent de voir que 1 parsec est égal à 3,6 années-lumière. Ça veut dire que la plus proche étoile, Proxima du Centaure, est située à peu près à 1 parsec, 4 années-lumière, et donc que l'angle de parallaxe, à 6 mois d'intervalle, n'est que de 1 seconde. Et donc, il faut des grandes précisions pour mesurer ces tout petits angles. Il faut être très précis. Sur Terre, c'est limité. On le fait avec les planètes, mais pour les étoiles, c'est beaucoup plus difficile. Ainsi, par exemple, Bradley, il y a à peu près 2 siècles, si je me souviens bien, Bradley avait voulu mesurer la parallaxe des étoiles proches, et il avait obtenu une mesure, et s'est vite rendu compte que ce qu'il avait mesuré n'était pas la parallaxe, mais ce qu'on appelle l'aberration stellaire. C'est une variation de l'angle aussi, mais qui n'est pas due à la distance, elle est due au fait que la lumière a une vitesse finie, et que la Terre est en mouvement. C'est analogue au fait que même quand vous avez une pluie qui tombe bien droit,
Si vous roulez en voiture, la pluie est projetée sur votre pare-brise. En fait, c'est vous qui êtes en mouvement, et donc c'est comme si la pluie tombait en oblique. C'est exactement le même phénomène. C'est ça qu'il avait mesuré. Et la parallaxe, il fallut attendre encore pas mal d'années, de décennies, avant qu'on soit capable de la mesurer pour les étoiles. Elle est beaucoup plus faible. Sur Terre, c'est limité. Parce que on va utiliser des télescopes au sol, et l'idéal est donc cette mesure-là. Le problème, c'est que c'est pas la nuit, quand on est là. C'est l'aube et l'aurore. Et ça, c'est pas idéal pour observer les étoiles. On ne voit que les plus brillantes. Parce que la lumière du soleil commence déjà à gêner dès l'aube et à l'aurore. Donc l'idéal, c'est de le faire la nuit. Ce qui, évidemment, diminue la distance entre les deux points. Un autre facteur gênant, c'est l'atmosphère. Celle-ci perturbe les mesures. Il y a toujours des petites fluctuations dans l'atmosphère dues aux poussières, dues au mouvement, dues à la chaleur, au vent. Et cela perturbe légèrement les rayons lumineux. C'est très faible, mais ici, comme on a besoin d'une grande précision, ça devient gênant. Alors, pour résoudre ça, au XXe siècle, on a, 20e et 21e, on a utilisé l'espace. On a envoyé des sondes dans l'espace. Une envoyée fin du siècle dernier, du XXe siècle, fut la sonde Hipparcos, qui pouvait faire ses mesures depuis l'espace. Là, on a les deux avantages, plus d'atmosphère, donc plus de perturbations, et de plus, le satellite peut être situé du bon côté nuit, et observer l'étoile. Il peut même le faire sous un angle un peu plus grand. Mais là, la distance diminue, ce ne serait pas intéressant. Donc il peut le faire à 6 mois d'intervalle. Et Hipparcos a ainsi pu mesurer la précision, les distances d'étoiles proches avec une grande précision. Et il a donné un catalogue de plusieurs centaines d'étoiles. On a fait encore mieux depuis avec la sonde Gaia, qui cette fois-ci n'est pas en orbite autour de la Terre, mais est située de l'autre côté du Soleil. Et Gaia a fourni tout récemment, ici, ça date de quelques mois, un catalogue avec 1 milliard d'étoiles de notre galaxie. 1 milliard d'étoiles, avec les positions précises et un tas d'autres informations. Donc, ça, c'est des mesures très précises et très utiles. Mais ce n'est pas suffisant, parce que l'angle ici diminue avec la distance, et dès qu'on passe à des galaxies plus lointaines, ou d'autres galaxies tout simplement, les distances deviennent trop grandes. L'angle devient tellement petit que même avec toute la précision que vous voulez, avec nos instruments, quelle que soit la position autour du Soleil, on observe toujours la même direction, c'est trop loin. Donc il nous faut d'autres mesures. Une mesure simple, c'est la luminosité. Si vous prenez un objet lumineux, c'est très comme une bougie ou une lampe, c'est simple. Si elle est proche, c'est très lumineux, et quand elle est lointaine, elle est moins lumineuse. Si elle est trop loin, à l'horizon, vous ne voyez plus qu'un tout petit point à peine lumineux. Évidemment, on va mesurer ça avec des instruments plus précis, et on va utiliser une grandeur de mesure, je ne vais pas la détailler, ça c'est plutôt l'objet de l'étude des étoiles, mais on utilise une grandeur très commune en astronomie appelée magnitude, qui est une mesure de la luminosité d'un objet. Il y a deux types de magnitude. Il y a d'abord la magnitude absolue, c'est la quantité de lumière que l'objet émet. On parlera par exemple, pour une ampoule, plutôt d'une ampoule de 15 watts ou d'un certain nombre de lumens. Mais pour les étoiles, on parle de magnitude absolue. L'autre grandeur, c'est celle que l'on voit, puisque plus l'objet est lointain, moins il est lumineux. On parle alors de magnitude relative, qui est donc la luminosité reçue. Lorsqu'un objet émet de la lumière, il le fait habituellement dans toutes les directions.
Et donc, plus la lumière s'éloigne, plus elle couvre une grande surface, une sphère autour de l'objet, et qui est une surface, et donc l'intensité lumineuse diminue comme le carré de la distance, puisque la surface d'une sphère est le carré du rayon fois une constante. Donc si l'objet est 10 fois plus loin, il est alors 100 fois moins lumineux. Ce qui veut dire que si vous connaissez la magnitude absolue, et si vous mesurez la magnitude relative, alors la comparaison des deux vous donne immédiatement la distance de l'objet. C'est donc une méthode qui peut être pratique, sauf que la magnitude absolue, on ne la connaît pas. C'est la luminosité émise par les objets, et la seule qu'on connaît bien, c'est le Soleil. Malheureusement, ça varie très fort avec les objets. Ainsi, il existe des étoiles qui sont plusieurs milliers de fois plus lumineuses que notre Soleil, et d'autres qui, inversement, sont 1000 fois moins lumineuses. Donc, il nous faut une méthode pour connaître cette luminosité. Alors, une manière de faire, c'est d'utiliser des objets proches que l'on connaît grâce à la mesure par parallaxe, et dire, voilà, une catégorie d'objets définis, et pour cette catégorie, on va calculer la moyenne de luminosité, et on va les observer à certaines distances, et on va en déduire une distance, la distance. Malheureusement, cette méthode n'est pas très précise, parce que même des objets, on va dire par exemple la catégorie des étoiles solaires, donc masse à peu près comparable, luminosité à peu près comparable, mais à peu près, c'est imprécis. Et donc, ça donne des distances imprécises. Toutefois, ça permet d'avoir des estimations. On peut le faire d'ailleurs aussi avec les galaxies. On sait qu'une galaxie contient typiquement 100 à 200 milliards d'étoiles, donc on peut dire, une galaxie a à peu près telle luminosité. Donc quand on l'observe, on peut dire, ah ben voilà, elle est à telle distance. C'est imprécis, ça donne que des estimations grossières, mais déjà, ça donne des chiffres. Donc ça peut être utile. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que certains objets stellaires dans l'espace ont une luminosité qui est très précise. Alors, il y en a plusieurs. Commençons par les céphéides. Alors, les céphéides sont une catégorie d'étoiles très particulière. On les reconnaît en analysant leur spectre. C'est-à-dire qu'on prend la lumière émise par l'objet et on utilise un prisme. Bon, en pratique, on utilise des choses un peu plus sophistiquées que des prismes, comme ce qu'on appelle des réseaux. Peu importe, vous connaissez le prisme qui décompose la lumière blanche dans les lumières de l'arc-en-ciel. Et donc, en passant la lumière dans un tel prisme, on obtient toutes les couleurs émises par l'objet, l'étoile. Et en mesurant les intensités de la lumière émise, on peut alors reconnaître certaines catégories d'objets. Il y a des objets plus rouges, d'autres plus jaunes, d'autres plus bleus. Nous reparlerons bientôt du spectre des étoiles. Une chose très utile, par exemple, c'est que certains éléments, certains atomes qui sont dans l'étoile, tels que du carbone, de l'oxygène, du fer, vont dans l'atmosphère de l'étoile absorber une partie de la lumière de l'étoile et vont laisser des raies caractéristiques des trous dans le spectre et qui sont une véritable empreinte, comme les empreintes digitales, de ces éléments. En voyant les raies, on sait si c'est des raies dues à de l'azote, du carbone, etc. Et donc on peut analyser le contenu de l'étoile et on peut ainsi les catégoriser et dire voilà tel type d'étoile, tel type d'étoile. Les céphéides sont des étoiles très particulières, on sait les reconnaître. Et les céphéides ont une luminosité, un éclat qui varie au cours du temps. Et ça varie de manière périodique, de quelques jours à quelques mois. Ça dépend des céphéides. On peut tracer un graphique au cours du temps de la luminosité. Et on voit alors que la lumière de l'étoile
varient périodiquement. Le maximum est appelé la magnitude de l'étoile, la céphéide, et la durée de la variation est appelée la période, donc de quelques jours à quelques mois. Et il se fait que pour les céphéides, la magnitude dépend de la période, et la relation est très précise. La magnitude est une fonction précise de la période. On l'a constaté en observant, bien sûr, beaucoup de céphéides, en mesurant leur distance, etc. Donc tout ça est un jeu de mesure de toutes sortes de manières qui permettent alors de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc si vous mesurez la période, vous avez alors sa magnitude absolue. Donc, en mesurant sa magnitude relative, celle qu'on observe, vous en déduisez la distance. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas nécessairement la relation entre la masse et la période. Il faut l'avoir étudiée. Et bien là, on utilise d'autres méthodes. On utilise la parallaxe. Ça a été fait de manière assez imprécise courant du XXe siècle, parce que la parallaxe ne permettait d'observer que des objets proches. On avait quelques céphéides, pas beaucoup, de quoi avoir une idée de cette relation. Et puis on l'a fait depuis l'espace, Hipparcos, Gaïa, qui donne alors des milliers de céphéides, et qui, avec des distances précises mesurées par parallaxe, et qui permettent alors d'avoir la relation précise entre la magnitude et la période. Et à partir de là, plus besoin de parallaxe, on peut regarder une céphéide, voir ses variations, sa luminosité apparente, et de là, on déduit sa distance. On peut même observer des céphéides dans des galaxies proches, parce que ces galaxies sont relativement lointaines, malgré que ce soit des galaxies proches par rapport à nous, c'est assez loin. Difficile de distinguer les étoiles séparément, mais comme la céphéide a un éclat qui varie, on la voit plus facilement dans l'ensemble. Et donc on peut utiliser les céphéides pour mesurer les distances des galaxies voisines. Voilà. Alors, nous aurons encore besoin d'autres méthodes, en particulier parce qu'il n'y a pas que des galaxies proches. Il y a les galaxies plus lointaines. Donc, nous verrons d'autres méthodes dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.